Alors pour cette seconde table ronde, je vais accueillir Julie Kelly, Swat Bouchen, Frédéric Gaillard et Jérémy Furnon. Je vais demander de me rejoindre. Donc, au niveau des présentations, on est prêt? Ça va? Formidable. On a une équipe technique formidable. Bien, bah écoutez, merci de votre rigueur. Hein. Vous êtes de bons élèves. Hein. Franchement, c'est du bonheur de venir là. Alors, de la qualité de vie au travail à la QVCT, comme on nous a un petit peu montré tout à l'heure, on va se poser la question de ce que signifie l'introduction des conditions de travail par le législateur dans cette approche. Dans un premier temps, Julie Kelly de la MNT, référente nationale de prévention en santé au sein de la mutuelle, va nous présenter des données chiffrées qui, nous le précisons, ne concernent que la fonction publique d'État, la fonction publique tout court, et territoriale tout court. Donc, la fonction publique territoriale, donc c'est que pour vous. Voilà. Donc, Julie, je vais vous passer le micro. Est-ce que ça fonctionne? Super, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter un extrait du baromètre, de la 12e édition du baromètre santé au travail qui est édité tous les ans par la Gazette des communes et la MNT. Cette étude, elle a pour vocation d'identifier et de montrer la perception que peuvent avoir les agents de leur qualité de vie au travail. Et donc, l'idée, là, j'ai fait un petit extrait pour vous mettre en avant vraiment ce dont on a parlé ce matin aussi, un petit peu tous ces indicateurs, tous ces facteurs de risque psychosociaux. Et l'idée, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière pour améliorer ces situations au sein des collectivités. En 2021, cette étude, elle a rassemblé et elle a permis de recueillir le retour de 4800 agents, toutes catégories confondues, donc qui ont été interrogés par questionnaire électronique pendant une période d'août à octobre. Super, merci beaucoup. Donc, sur la première slide, et je trouvais que c'est important, c'est que comme en 2020, on constate un très bon niveau de satisfaction à exercer dans la fonction publique territoriale. 79% des agents se disent satisfaits. On a 8 agents sur 10 qui se disent fiers d'exercer leur métier et autant qui trouvent satisfaction dans l'exercice d'une mission de service public. Donc ça, c'est important. On a un très bon niveau de satisfaction à exercer dans la fonction publique territoriale. D'autres motifs de satisfaction, celui que j'ai mis à côté, c'est les relations. Pour 80% des répondants, les relations de travail sont importantes et sont satisfaisantes, leur permettre du coup d'être bien au travail. Et c'est surtout le soutien des collègues et la confiance accordée par la hiérarchie qui vont être des indicateurs, des actions qui permettent aux agents d'exercer leurs tâches quotidiennes correctement. Ce 80%, c'est 3 points de plus que l'année précédente. Donc, c'est des scores qui continuent d'augmenter. On a également 78% qui approuvent leur degré d'autonomie. On en parlait tout à l'heure, vous vous souvenez, dans les facteurs de risque psychosociaux, tous ces éléments-là, du coup, ça entre en jeu. Donc, 78% approuvent leur degré. Je ne l'ai pas mis sur la slide, mais 70% des agents ont un bon équilibre de vie familiale, vie professionnelle, pardon. Donc, ça aussi, ce sont des éléments importants dans la qualité de vie au travail. Je vous laisse passer sur la slide d'après. Malgré ce bon taux de satisfaction, on va passer aussi malheureusement au taux d'insatisfaction. Donc, malgré ce taux de satisfaction élevé à exercer dans la fonction publique territoriale, on a quand même un niveau de bien-être au travail qui continue de se dégrader. 55% des agents, lors de l'enquête de 2021, estiment que leur niveau de bien-être au travail s'est dégradé. Il y a uniquement 15% des agents qui estiment que ça s'est amélioré. Donc, c'est quelque chose quand même d'important. Une tendance qu'on observe également tous les ans et qui rentre aussi dans tous les facteurs de risque qu'on peut entendre, c'est la satisfaction vis-à-vis de la rémunération. Donc, en 2021, c'était 71% à estimer que ce niveau de rémunération n'était pas satisfaisant. La reconnaissance, on en a également parlé tout à l'heure. Les agents sont également assez critiques envers la reconnaissance. Donc, 59% des agents qui estiment que le niveau de reconnaissance qu'ils peuvent avoir au sein de leur collectivité n'est pas satisfaisant. C'est essentiellement ce qui est pointé
du doigt, c'est la reconnaissance de la part des élus et la reconnaissance de la part de la hiérarchie. Par contre, ils sont assez satisfaits de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir de la part de leurs collègues et de la part des agents, des administrés, pardon, des usagers, ce qui montre quand même que ça augmente probablement leur sentiment de rendre un service public utile. Dans le dernier critère d'insatisfaction qui ressort, c'est l'épanouissement dans le travail. Vous voyez, il y a un peu plus de la moitié des agents interrogés qui estiment qu'ils ne sont pas épanouis dans leur travail. Donc, voilà, on a ces principaux motifs d'insatisfaction. Sur la slide d'après, j'ai essayé de vous mettre en avant, parce que l'idée, maintenant qu'on a brossé ce tableau, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place dans les collectivités. On a parlé des différents niveaux de prévention tout à l'heure, de la prévention primaire à tertiaire. Là, j'ai essayé de mettre en avant quelques items des besoins de prévention qui peuvent ressortir de cette enquête. D'un côté, on a les besoins de prévention sur la santé physique. Donc, on a observé en 2021 une baisse de la fatigue physique, probablement due à la mise en place du télétravail. On a 88% des agents qui estiment, par exemple, que leur niveau d'intensité physique est faible ou modéré. Et là, le chiffre que je vous mettais, c'est 78% des agents qui passent 5 heures ou plus en position assise. Donc, la fatigue physique, elle baisse. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ce chiffre, il est important parce que la sédentarité, elle est importante. L'inactivité physique est importante et ça donne des pistes d'action aussi de prévention pour améliorer la qualité de vie au travail. À l'inverse de la fatigue physique, la fatigue nerveuse, elle, par contre, elle a augmenté en 2020 avec un taux de stress que vous voyez de 80%, qui est essentiellement jugé par les catégories A, mais qui ressort quand même pour tous les répondants. Donc, 80% d'agents qui estiment être stressés et la moitié qui estiment avoir de la difficulté à gérer cette situation de stress, avec du coup des impacts sur la santé. Donc là, on le voit, 57% des agents estiment que le travail va avoir un impact sur leur sommeil et 45% des agents qui jugent que le travail aura un impact négatif sur leur santé de manière générale. Voilà, donc ça, ça donne déjà des petites pistes d'action qui peuvent être mises en place pour essayer d'améliorer ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on regarde maintenant ce que les collectivités peuvent mettre en place en termes de prévention, ce qu'on voit, alors c'est le titre des collectivités encore trop peu engagées. Il y a seulement un tiers des répondants qui expliquent que leurs collectivités les ont incités à mettre en place des sensibilisations de la prévention. 53% du coup des collectivités ne mettraient en place aucune action de prévention. Quand les actions de prévention sont mises en place, elles vont concerner principalement 2 types de risques. Alors, c'était aussi le sujet de la journée, donc les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, qui sont en fait finalement, quand on interroge les agents sur leurs besoins en termes de thématiques prévention, ce sont les 2 principales thématiques qui ressortent. Voilà. 53% de collectivités qui pourraient mettre en place des actions pour améliorer tout ça pour leurs agents. Un petit focus sur l'activité physique. Un quart des agents déclarent être incités dans leur lieu de travail sur de la pratique d'activité physique. On en parlait tout à l'heure sur la sédentarité qui a un impact aussi sur la santé, l'inactivité physique également. Ces actions, quand elles sont proposées, peuvent être très variées. Ça peut être de l'indemnité kilométrique vélo, de l'accès à des structures municipales, des séances sur le temps de travail ou hors temps de travail. Mais du coup, globalement, on a quand même 69% des collectivités qui n'auraient pas mis en place de mesures qui incitent à la pratique d'une activité physique. Donc voilà encore aussi des pistes d'action qui pourraient être développées dans les collectivités territoriales, entre autres. Avant de conclure et de laisser la parole sur la table ronde, c'est un petit focus sur le télétravail, parce que c'est quelque chose qui a aussi été dans notre quotidien et qui a été mis sur le devant de la scène ces derniers, je vais dire mois, mais en fait ces dernières années, puisque du coup c'était depuis mars 2020. Donc depuis mars 2020, 77% des agents ont déjà télétravaillé. Aujourd'hui, c'est 36% qui le font toujours, donc 86% de façon régulière. Le télétravail, il a globalement, dans la fonction publique territoriale, été bien vécu. Vous voyez les chiffres, 80% des répondants estiment que finalement, cette pratique aide à l'organisation de la journée de travail, que ça permet également pour 74% d'entre eux de concilier plus facilement les obligations de vie familiale et de vie professionnelle, que ça permet un confort et un bien-être pour 69% des répondants, et puis 70% estiment que l'accès aux outils pour télétravailler était satisfaisante. Néanmoins, ils sont un petit peu plus modérés.
quant à l'animation des équipes et l'accompagnement des managers à distance. Donc là, il y a près de la moitié quand même des répondants qui soulignent ce point-là. Et c'est vrai qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement des équipes et des encadrements pour animer tout ça quand on est des équipes à distance, en présence à moitié, etc. En revanche, il semble que le télétravail n'ait pas du tout impacté la qualité de service, la continuité du service public et ni de répondre aux attentes des usagers. Voilà. Donc, ça peut se mettre en place, ça permet de garder la qualité de service public et ça permet aussi d'améliorer le bien-être, vous voyez, puisque ces indicateurs ressortent aussi facilement. Pour terminer sur la dernière slide, voilà, j'ai mis quelques chiffres à retenir, mais globalement, en 2021, le baromètre montre qu'on a un bon niveau de satisfaction à exercer dans la fonction publique territoriale, avec la satisfaction et de la fierté. Hein, je pense que c'est important, il y a une vraie fierté des agents territoriaux à exercer une mission de service public. En revanche, le niveau de bien-être et de santé mentale, il s'est dégradé, il continue de se dégrader. Donc, il y a la rémunération qui est jugée insuffisante, la reconnaissance également. Et du coup, ce qui a pu être expliqué aussi tout à l'heure et ce qui continuera à être expliqué dans la journée, c'est que la mise en place de démarches de prévention globale qui intègre les 3 niveaux de prévention, qui traitent de tous ces risques, permettra certainement d'améliorer toutes ces informations, tous ces indicateurs. Voilà. Merci beaucoup, Julie Kelly, pour cette présentation concise et précise. Nous accueillons maintenant Souad Bouchen, avocat conseil du cabinet Froment-Briens, spécialisé en droit du travail et conseil en entreprise. Alors, vous avez un double regard, le regard des employeurs et le regard des agents ou des salariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, d'abord, en matière de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, et quelle évolution peut-on espérer ? Merci en tout cas pour cette présentation et cette invitation à participer à ces échanges très intéressants. Je n'ai pas de support, mais essayer d'échanger, non pas de refaire le droit, mais simplement redonner un peu le cadre dans lequel on s'inscrit, nos échanges et nos réflexions aujourd'hui se déroulent. On a quand même 2 accords nationaux interprofessionnels qui sont les ANI de 2013 et de 2020, donc signés par les partenaires sociaux sur justement cette thématique et la qualité de vie au travail qui s'est transformée en qualité de vie et conditions de travail. Donc, je vais y revenir. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit bien une évolution, on voit bien une espèce de maturité finalement de la problématique qui s'est fait jour, parce que vous savez, avant 2010, on était quand même dans un contexte de stress assez important dans les entreprises et les partenaires sociaux se sont dit il va falloir effectivement qu'on se mette autour de la table et qu'on négocie et qu'on amène en fait une réflexion et qu'on pousse à ce qu'il y ait vraiment des actions précises qui soient entérinées dans les entreprises. Donc, c'est un peu la première étape, puisque l'ANI de 2013 a été véritablement le cadre de référence de la qualité de vie en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2020? Bon, je ne vais pas refaire la genèse, mais pourquoi les entreprises ne se sont pas complètement appropriées cette thématique-là, parce que vous l'avez bien vu, vous l'avez entendu, on est surtout sur des dispositifs un peu en périphérie de la qualité, de la vraie qualité de vie, parce que c'est pour ça qu'on arrivait à parler des conditions de travail, parce que j'allais dire c'est le cœur, c'est le réacteur en vérité de cette qualité de vie. Si on veut lier, on veut avoir et obtenir des résultats efficients sur l'environnement de travail, il faut s'atteler aux conditions de travail. Je veux dire, on s'y était modestement, en tout cas de façon ambitieuse, attaché à le rappeler dans le cadre de l'ANI 2013, mais dans les faits, et on voit bien ce qui s'est passé, le législateur n'a pas aidé, faut l'avouer, puisqu'il y a eu l'ambition de faire un accord unique sur la qualité de vie, initialement, mais qui a été un petit peu perturbé par, j'allais dire, le séquençage législatif qui est intervenu par la suite, puisqu'il y a eu les lois Rebsamen en 2015, qui ont un peu repoussé, donc, et puis ensuite, il y a El Khomri. Donc, c'est pas pour donner un peu des excuses aux employeurs, mais c'est vrai que je veux dire, l'environnement législatif n'était pas, je ne vais pas dire stable, mais il fallait en tout cas un environnement un peu plus cohérent. Aujourd'hui, il y a urgence de toute façon à prendre à bras le corps justement cette thématique et notamment ces conditions de travail, parce qu'on voit bien la résurgence sur la santé des salariés,
Et plus globalement, et le sujet dont on parle, c'est la performance de l'entreprise. Parce qu'il y a la performance du travail, mais la performance aussi de l'entreprise. Donc, ce dispositif, finalement, l'ANI de 2020 donc, a finalement a été intégré dans le Code du travail. La QVCT est une obligation, en tout cas, fait partie d'une négociation annuelle obligatoire. Elle est intégrée dans le Code du travail. Elle fait également partie, elle est intégrée aussi dans le 4e plan santé au travail pour la période 2000, j'avais noté, je crois, jusqu'en 2021, 2021-2025. Et elle fait partie aussi, elle a été intégrée dans le 1er plan santé au travail dans la fonction publique, donc pour la période allant de 2022 à 2026. Donc, voilà pourquoi ce changement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas anodin, cet acronyme, on passe de QVT à QVCT, parce que la tendance, je vous disais, la notion avait tendance à être trop assimilée à, j'allais dire, à des actions légères en entreprise, périphériques, même si elles sont importantes, hein, je veux dire, qu'il y ait un peu de yoga, des apéritifs après le travail, des salles de repos, etc. On ne touche pas véritablement à ce qui doit être la réflexion menée et qui est constructive pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, à savoir les conditions de travail. Donc, on vient aujourd'hui, par le changement d'acronyme, montrer que, en fait, on vise d'abord le travail, que les conditions de travail et les possibilités qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail, dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation, c'est ce qui avait été défini donc dans l'ANI. Et ce changement va permettre de mettre en avant les éléments qui vont réellement avoir un impact sur la santé au travail. C'est notamment la reconnaissance au travail, l'évolution professionnelle, l'égalité professionnelle, la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, l'ambiance aussi de travail saine et sereine au sein quand même de l'entreprise, entre les salariés. Et aussi, c'est-à-dire le vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, là, c'est la conduite du changement. Je crois qu'il y a une étude de la DARES qui disait que 50% des salariés connaissent dans les 12 mois, en tout cas, soit un changement de métier, un changement de fonction ou un changement, en tout cas, de travail, d'organisation. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est prégnant donc, dans toutes les entreprises, à tous les étages. Et donc, c'est pourquoi on voit bien que cette mutation, cette évolution de la QVT à la QVCT est importante parce qu'on voit bien que le cœur du sujet, les conditions de travail, il va falloir s'y attaquer. Alors, vous me direz-vous, quels sont les exemples? Concrètement, qui s'est vraiment attaqué? Alors, moi, je suis conseil d'entreprise, comme on vient de vous le rappeler. Moi, j'ai eu l'occasion, bien entendu, c'est un sujet qui me tient à cœur d'ailleurs, parce que je trouve que c'est au-delà de l'aspect, j'allais dire, de l'ingénierie sociale qu'on peut en tirer quand on est praticien sur la construction qu'on peut en faire sur le plan juridique, c'est aussi la participation aussi en tant qu'être humain sur l'évolution, j'allais dire, d'une politique sociale qui soit en cohérence avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui et ce que peuvent attendre, ce que j'attends moi à titre personnel aussi. Si j'enlève mon rôle, la casquette de conseil, je suis tout comme vous, je fais partie d'une institution, en tout cas d'une entreprise, et j'aspire à que celle-ci réponde aux évolutions et promettent et garantissent en tout cas des conditions de travail qui soient idoines, en tout cas efficientes. Et pour ça, il faut se mettre autour de la table. Et ce que je constate, c'est que souvent, moi j'avais noté un petit peu au prisme des accords QVT auxquels j'ai pu participer, il y a quand même 8 grandes thématiques qui se dégagent. Donc c'est l'amélioration de l'environnement de travail, donc qui arrive en dernier. Bon, des thématiques que j'ai pu aborder. Bon, on peut se dire que c'est logique car c'est pas un facteur majeur d'amélioration des conditions de travail, mais il est quand même important pour donner un petit peu justement le lien, le contexte favorable pour que ces conditions de travail puissent se pérenniser. Un tiers des accords aussi prennent en compte les dimensions managériales dans l'amélioration de la QVT, bien entendu, puisque c'est eux qui sont porteurs finalement de cette condition de travail, en tout cas de cette optimisation des conditions de travail, même si, à mon sens, ce que j'ai pu en constater, en tout cas, le pourcentage,
peut en faire est assez bas par rapport au rôle que les managers peuvent jouer dans l'amélioration, en tout cas, de la QVT, de la QV, pardon, CT, parce qu'on va dire maintenant, c'est cet après-midi-là qu'on doit rappeler. Et pour moi, toutes les actions de QVCT doivent véritablement et ont besoin que les managers soient moteurs, en fait, pour être justement le garant d'une politique de QVCT efficace. Et pour ça, ça implique formation, accompagnement, réseau, etc. Donc, au final, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même eu du sujet qui ont été amenés, mais pas suffisants, clairement. Alors, j'espère qu'avec justement cette année et les dispositions de la loi santé, notamment qui sont venues par la suite, alors moi je le vois parce qu'aujourd'hui on a quand même des projets de transformation en cours, de réflexion, et le sujet est devenu central. Mais est devenu véritablement central et on va, par le prisme, et moi je milite véritablement sur une méthodologie qui est celle de la réflexion en amont qu'on peut trouver dans le cadre, malheureusement, malheureusement de la mise en œuvre de PSE, c'est les accords de méthode. Pourquoi on réfléchit en amont avec nos partenaires, nos interlocuteurs, pour se dire on s'engage à suivre tel calendrier et à mettre telles actions. Moi, je milite effectivement d'opter pour la même méthodologie en matière de qualité de vie au travail parce qu'on est certain quand on est, c'est une forme d'un peu de labo d'essai sur une organisation, sur un aménagement type, parce que toute l'entreprise ne va pas être impactée, ça peut être des services, mais on se donne 3 mois pour prendre une équipe pour tester telle modalité d'organisation ou d'aménagement qui aurait été repensée ensemble pour voir si c'est efficient, quelle est son et mesurer finalement en termes de valeur les résultats et mettre en place par la suite. Et ensuite, on négocie et on peut signer l'accord de fond, si je puis dire. Merci. Excusez-moi de vous interrompre, mais finalement, est-ce qu'on c'est pas la conséquence du Covid et des constats que nous avons pu partager sur ces routiers qui continuaient de transporter les marchandises et qui n'avaient pas de restaurant ou de douche pour pouvoir répondre aux besoins minimums de qualité de vie au travail? Vous parliez du management. Est-ce que finalement, ils ont l'accompagnement, la pédagogie suffisante pour prendre en compte et avoir comment dire, une action descendante et montante vers la hiérarchie? Et puis, des URP, finalement, qui devraient intégrer les conditions de travail, non? Non, ce n'est pas suffisant, clairement, je dois l'avouer. Et c'est, moi, en tout cas, en ce sens où j'œuvre, c'est-à-dire que je considère qu'une négociation de qualité, notamment sur ces sujets-là, l'entreprise, elle doit mettre les moyens. Et elle doit donner aussi la possibilité à ses partenaires d'être formés justement à ces sujets pour être à égalité. Parce que ce qu'on vise, c'est quand même un objectif commun. Je conçois côté organisation syndicale ou côté patronale, mais mettons les moyens d'y arriver. Donc, et ça suppose effectivement d'accompagner même nos partenaires. Je dois parler des managers, mais pas que, parce que en vérité, il y a différentes strates d'accompagnement et on peut niveler dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune difficulté à ce qu'il y ait justement, et au contraire, je crois que tout le monde y gagnerait, in fine, et donc la collectivité des salariés et l'entreprise, parce qu'au final, qui porte l'entreprise, c'est quand même aussi la collectivité des salariés, si on mettait les moyens, comme vous dites justement, pour qu'on puisse aller dans ce sens et dans cet objectif-là. Voilà. Donc vraiment, moi, pour conclure, pour moi, c'est-à-dire qu'on y gagnerait tous, et je trouve que l'entreprise y gagnerait tous, et les organisations, si effectivement on mettait comme, en tout cas, méthodologie première, qui est cet accord de méthode, pour arriver à cet objectif commun qui est la QVCT dans l'entreprise, clairement, parce que, et s'attaquer, il faut là se le dire, on est entre nous, mais c'est la réalité, il faut s'attaquer aux vrais sujets que sont les conditions de travail, on sait bien, c'est la durée du travail, c'est tous ces sujets-là que les entreprises, très peu, très peu, se sont saisis. Merci. Donc, néanmoins, je voulais quand même vous poser la question sur les freins. Quels sont les freins que vous, de votre expérience, vous constatez, puisque vous accompagnez des salariés du privé, vous accompagnez des employeurs qui ont sans doute envie que leurs salariés se portent bien, puisque c'est leur
outils de production pour un certain nombre d'entre eux, ou des agents maintenant même qui viennent vous voir. Quels sont les freins finalement à ce qu'on aille plus rapidement de la QVT à la QVCT? Pour moi, il y a deux ordres. Le premier, il est financier. Bon, un budget, voilà, on budgétise. Mais si on arrive, et le deuxième, c'est aussi, quelquefois, je suis assez surprise, la méconnaissance. Quand je dis ou du moins, ils n'ont pas conscience, je devrais plutôt dire, de l'impact. Parce qu'on n'arrive pas vous savez, à mesurer. Parce que quand vous avez un patron, il faut en face lui dire, bah, si on met en place une QVCT, ça peut, en tout cas, en termes de performance, qu'est-ce que ça veut dire en monnaie sonnante et trébuchante, hein, mais on peut. Alors, il y a l'absentéisme, qui peut effectivement un vecteur qui peut permettre justement de mesurer les incidences. Mais en soi, si on n'a pas ces deux éléments-là réunis, c'est-à-dire qu'il faut convaincre le dirigeant, hein, de l'intérêt, parce que c'est toujours la même chose. Moi, quand je suis en contact, mes interlocuteurs sont les DRH, hein, donc il faut véritablement plaider sur l'intérêt en stratégie et en performance pour l'entreprise. Ceci étant dit, moi j'ai vu l'évolution sincèrement entre 2013 et aujourd'hui. La sensibilité est beaucoup plus importante et les sujets deviennent, en tout cas, font partie des sujets qui sont abordés en CODIR, clairement. Donc, quand je vous disais dans le cadre de projets de réorganisation, de transformation, etc., c'est des sujets auxquels maintenant on s'attelle, et d'autant plus, effectivement, quand on dit il faut il faut mettre un budget de toute façon en face, les moyens qu'on y met pour accompagner justement les équipes dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques de transformation via justement une qualité de vie et de conditions de travail optimales. Merci beaucoup, Maître Souad Bouchen. Merci de l'applaudir. Bonjour, Frédéric Gaillard, qui est conseillère nationale en charge de la protection sociale et santé au travail à l'UNSA. Alors, vous voyez, Frédéric et moi, nous sommes tous les deux de l'UNSA et nous avons le syndrome Michel Drucker. Nous avons nos fiches. Voilà. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour que nous puissions effectivement dire tout ce qu'on a envie de vous dire. Cher Frédéric, en quoi c'est important le rajout des conditions de travail à la QVT vu par une conseillère nationale sur ce sujet? Alors, tout d'abord, je voulais remercier Corinne pour l'invitation du secteur. Dominique interviendra aussi à la fin. Donc, merci de nous permettre d'intervenir devant les collègues de l'Interpro. Donc, l'ajout du C pour nous, pour les conditions de travail, c'est pas anodin, ça a été dit, c'est pas juste un changement de forme. Les conditions de travail, ça a été dit aussi, c'est l'élément essentiel à une bonne qualité de vie au travail. Parce qu'au-delà des éléments périphériques, alors éléments périphériques, c'est le baby-foot, les cours de yoga, les 5 fruits et légumes par jour, c'est la question de pouvoir aborder le sens du travail, de son organisation, de la reconnaissance qui en est faite, et aussi de la possibilité qui est faite aux travailleurs de pouvoir évoluer et de pouvoir s'épanouir dans son travail. En gros, c'est les conditions et le contenu de travail avant les cours de yoga. Malheureusement, cet aspect-là, il est souvent mis de côté par les employeurs, pensant que l'organisation, ça relève de ses propres prérogatives. Or, l'organisation du travail, ce n'est pas que l'employeur, ça a pu être le cas il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça concerne les élus et aussi les salariés. Donc, le fait de passer de la qualité de vie au travail à la qualité de vie et des conditions de travail de par la nouvelle loi santé au travail, ça va obliger les employeurs à aborder ces thèmes lors des négociations obligatoires, par exemple, et notamment celles sur l'égalité professionnelle homme-femme, puisque aujourd'hui, depuis le 1er avril 2022, vient s'ajouter à cette négociation obligatoire d'égalité professionnelle homme-femme les conditions de travail. Donc, pour l'UNSA, pour nous, c'est une occasion d'aller plus loin, de tenter de rendre le milieu professionnel plus protecteur et bienveillant. Ça a été dit et je partage totalement, ça passe par la mise en place d'accords de méthode. Il faut de la méthodologie, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot, parce que quand on est employeur, salarié ou élu, on peut utiliser les mots, mais on ne met pas la même définition derrière. Donc, il y a toute une méthodologie à mettre en place et ça passe notamment par la co-construction. C'est plus la responsabilité unique de l'employeur, c'est pas de la responsabilité unique des élus, c'est pas de la responsabilité surtout pas des salariés. Voilà, c'est bien quelque chose qui doit être co-construit.
Oui, parce que donc on avait vu au départ de l'arrivée de plateformes Google, etc., où le baby-foot était l'alpha et l'oméga de la qualité de vie au travail. Alors, est-ce que c'est pas un peu tarte à la crème, tout ça? Est-ce qu'on arrive quand même à faire des choses? Alors, ça peut être tarte à la crème. Nous, à l'UNSA, on pense que la qualité de vie et des conditions de travail, c'est essentiel. Et que nos élus, nos représentants, ils doivent absolument se saisir de ces questions. La loi, elle précise aujourd'hui que l'employeur, il doit évaluer l'organisation de travail dans le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça, c'est valable dans le public comme dans le privé. Donc, pour nous, il faut s'appuyer sur cette loi pour pousser les employeurs à discuter de ces sujets, à réfléchir ensemble aux actions qu'on peut mettre en place. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut co-construire. Et puis, il faut mettre en place des plans d'action contre les risques inhérents, notamment à l'organisation du travail. Et ça, c'est valable dans les entreprises comme les administrations. Ça veut aussi dire qu'on doit avoir des représentants du personnel qui se saisissent pleinement de ces questions-là. Ça veut dire savoir se remettre en question. Ça veut dire se former. Ça veut dire aller au contact des salariés, les interroger, parce qu'on ne sait pas, nous, élus, tout ce qui se passe dans l'ensemble des métiers. Donc, c'est aussi se remettre en question en tant qu'élu, parce que parfois, on a aussi des vérités qui ne sont pas toujours celles des salariés. Je crois qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, et notamment tout ce que ça a pu chambouler dans les organisations de travail, avec l'avènement du télétravail, le travail hybride, il faut qu'on soit extrêmement attentif aux accords qu'on a pu passer ou qu'on va passer, puisqu'on voit bien qu'il va falloir y revenir, il va falloir réévoluer, il va falloir réinterroger, il va falloir corriger. Peut-être qu'il y a des indicateurs qu'on a mis en place qui ne sont plus aujourd'hui pertinents. Et en fait, ça va se faire dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, notamment sur le télétravail et tous les accords qui ont été passés en urgence avec la crise sanitaire. On n'a pas assez de recul. Donc, la discussion, elle se fait sur la durée, tout au long des parcours professionnels, et c'est essentiel quand on veut avoir des bonnes conditions de travail. Donc, si je devais résumer, en gros, la qualité de vie au travail et des conditions de travail, c'est pas un accord qui se négocie tous les 5 ans et basta, c'est mettre en place un accord de méthode avec, par exemple, des commissions qui se réunissent régulièrement, que ne ça soit pas trop verrouillé, puisque si jamais il y a une alerte, qu'on puisse se réunir rapidement. Voilà, il faut inventer des choses, il faut tester. On a le droit de se tromper, que ce soit direction ou élu, on a le droit de se tromper. L'essentiel, c'est qu'on puisse être réactif et qu'on puisse corriger. Et donc, est-ce qu'on a à l'UNSA le sentiment que l'amélioration des conditions de travail représente un levier pour la santé? Alors, un levier pour la santé, et si tu me permets, je voudrais bien faire un petit zoom sur notamment les difficultés d'embauche. Parce que oui, forcément, travailler sur les conditions de travail, ça va être travailler sur la santé des salariés. Je crois que ce qui a été décrit ce matin pour la première table ronde, c'est flagrant. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je le redis, les conditions de travail, c'est pas le baby-foot, c'est pas le yoga, c'est pas manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a certains employeurs qui ont dévoyé en fait le sujet. Ils mettent la poussière sous le tapis, et puis aujourd'hui, la loi, elle permet un peu de remettre les choses à leur place. Alors, je voulais faire un focus sur les secteurs qui ont du mal à recruter, parce que notamment, ils ont la question, c'est peut-être aussi qu'ils ont des salariés, des agents qui ont des conditions de travail qui posent des problèmes sur leur santé, qui s'en rendent compte, et qui du coup se disent, mais moi j'arrête de travailler dans ces jobs-là parce que ça nuit à ma santé mentale, ça nuit à ma santé physique. On voit bien que ces secteurs qui peinent à recruter, notamment, c'est ceux qui généralement cumulent deux difficultés, des rémunérations très basses et des conditions de travail très dégradées. Quand vous avez des horaires décalés, fractionnés, quand vous avez un manque de reconnaissance, quand vous manipulez des charges lourdes, quand vous êtes exposé toute la journée à des aléas climatiques parce que vous travaillez dehors, tout ça, ça a un impact sur la santé. Donc, on peut se dire, avec la crise Covid, ça a remis plein de choses en question. Moi, j'y vais plus parce que de toute façon, mon employeur ne m'offre pas les bonnes conditions de travail. Donc, ces employeurs-là, il va bien falloir, s'ils veulent retrouver des niveaux de recrutement satisfaisants, il va bien falloir qu'ils acceptent de discuter, de négocier et surtout trouver des solutions pour que les conditions de travail s'améliorent durablement et donc que les salariés puissent s'y épanouir en bonne santé. Je vous donne un exemple. Les personnels qui font le ménage dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, la majorité, ils travaillent sur des horaires décalés, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas quand vous êtes au bureau. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'interdit des salariés du ménage de venir faire le ménage quand vous êtes au bureau. C'est une question d'organisation. Mais cette norme sociale, pour qu'elle s'applique,
il faut que les entreprises de ménage imposent à leurs entreprises clientes de modifier la norme sociale. En gros, on va mettre des gens qui font le ménage pendant qu'on travaille. Donc, oui, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Ça nécessite des discussions en amont avec les délégués du personnel de ces entreprises. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Tu disais le lien avec la santé. Aujourd'hui, dans le ménage, vous avez des gens qui travaillent soit quand vous n'êtes pas arrivé au bureau le matin, soit quand vous partez tard le soir. Si on les fait travailler en pleine journée, derrière, ça veut dire que c'est plus des gens qui se lèvent aux aurores ou qui finissent de bosser en plein milieu de la nuit. C'est des gens qui retrouvent une certaine interaction sociale, parce que quand vous faites les ménages dans des bureaux vides, à part parler à la plante verte, vous ne parlez pas à grand monde. Et l'interaction sociale, c'est aussi un facteur pour la bonne santé. Et puis, c'est aussi devenir visible. Et quand on devient visible, quelqu'un qui fait le ménage et qui est visible parce qu'il le fait quand vous êtes au boulot, on a aussi un peu plus tendance à respecter le travail qu'il a fait. Et donc, ça, c'est carrément toucher le sens du travail. Et je fais ce zoom-là parce que même si ce n'est pas, par exemple, mon corps de métier, imaginons que je travaille dans une banque, on peut dire pourquoi elle me parle des gens qui font du ménage, etc. En tant qu'élu, dans les CSE, on aborde les questions d'organisation de l'entreprise, etc. C'est aussi à nous, élus, de se préoccuper des travailleurs extérieurs de l'entreprise. C'est la vocation de syndicaliste, c'est de se dire, moi, j'agis pour tout le monde, pour les collègues qui sont avec nous, mais aussi pour ceux qui, parfois, ont, y compris, moins de défense syndicale. Donc, pensez aussi à évoquer ces questions-là des travailleurs extérieurs dans les entreprises. Je pense que c'est essentiel parce que eux aussi ont besoin d'être en bonne santé et on a le pouvoir de le faire. Alors, l'employeur pourra botter en touche, mais c'est aussi de notre rôle de remettre ces sujets-là sur le tapis. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Alain. Alors, nous accueillons maintenant Jérémy Furnon. Bonjour à tous. Qui est élu au CSE, membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la SNF. Tout à fait, ASNF. ASNF, voilà. Alors, dans quel secteur d'industrie C'est la chimie. C'est la chimie. C'est la chimie. Alors, je ferai juste une petite aparté par rapport à ce que vous avez dit, notamment sur le C des conditions de travail. Si on se rappelle, il y a maintenant quelques années, alors je ne sais plus si c'était le Bangladesh, il y a eu à une époque un gros tremblement de terre où on avait découvert des usines où des enfants travaillaient et notamment en fouillant dans ces usines-là, on avait retrouvé des petites étiquettes Camailleux, des petites étiquettes comme ça, où justement on s'est rendu compte que des grosses entreprises faisaient travailler dans des conditions pas toujours faciles des personnes. Et je parle notamment pour mon groupe SNF qui est un gros groupe. Et aujourd'hui, ces sociétés-là travaillent avec des clients et les clients sont très regardants maintenant sur les conditions de travail, notamment chez nous, parce qu'ils savent très bien que si demain, dans le secteur qu'on est, si il y a un souci avec nos produits, on va se retourner vers nous ou on va se retourner vers eux, on va dire, mais avec qui vous travaillez et notamment, voilà, dans quelles conditions de travail vous achetez vos produits, comment ils ont été faits, notamment si on prend, les médecins parlaient tout à l'heure de l'accidentologie. L'accidentologie, voilà, si demain, notre secteur a énormément d'accidentologie, voilà, ça sera un point négatif pour nous et pour les clients qu'on sert. Voilà, ça c'était juste une petite aparté. Merci pour cet aparté, Jérémy. Elle rejoint ce que je laissais entendre tout à l'heure. Nous sommes tous co-responsables un peu de l'évolution de tout ça. Alors, heureusement, il y a des choses bien qui se passent quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe Je vais me mettre au pupitre. J'ai pris mes anti-sèches aussi. Allez. Ça va te faire marcher. C'est bon pour ta qualité de vie. Alors, je vais juste faire une petite présentation vite fait de SNF. Alors, SNF, elle est quand même assez connue dans la Loire. Alors, elle a été connue, on va dire néfastement, il n'y a pas si longtemps avec la crise Covid, où notre patron a fait un petit peu la une des journaux avec la chloroquine. Mais voilà, SNF, c'est une entreprise qui a été créée en 1978. Alors, à l'époque, on était sur Saint-Étienne. Et puis, on a déménagé sur Andrézieux parce que la place faisait qu'on ne pouvait plus grossir. Aujourd'hui, SNF, c'est pratiquement 7000 personnes dans le monde entier avec plusieurs sites. Il y en a en Chine, il y en a en Corée, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu de partout dans le monde. Et sur Andrézieux, aujourd'hui, on est
pour les salariés SNF, 1500 personnes, plus toutes les entreprises extérieures qui gravitent autour de SNF. Voilà, ça aujourd'hui, donc SNF, eh ben, on fabrique du produit pour tout ce qui est traitement de l'eau, les stations d'épuration. Enfin, on fait du produit pour les cosmétiques, on fait du produit pour la récupération du pétrole, pour tout ce qui est fracturation hydraulique, les mines, le papier, voilà, c'est tout ce genre de produit qui sert à récupérer les mines, un maximum de minerais, le pétrole, un maximum de pétrole, parce qu'aujourd'hui, un puits de pétrole, dès qu'il est percé, on récupère le pétrole normalement, et puis derrière, on injecte nos produits qui permettent d'exploiter au maximum le puits et de récupérer un maximum de pétrole. Donc, chez nous, c'est un gros secteur d'avenir quand on connaît la crise du pétrole. Voilà, c'était juste pour définir un petit peu SNF et ce qu'on y fait. À SNF, bon, nous, on est un peu, il y a eu beaucoup de secteurs publics, on a un secteur privé. À SNF, chez nous, donc on est depuis 3 ans, l'UNSA donc, a fait un petit peu son pas dans SNF, où on a aujourd'hui 2 délégués syndicaux. On est 2 élus titulaires, plus on a 4 élus remplaçants. Moi, donc, je suis élu titulaire, plus aussi, je fais partie de la commission donc CSSCT. Donc, tout à l'heure, je voyais, on parlait encore du CHSCT, mais avec la nouvelle loi travail, on ne parle plus CHSCT, mais on parle CSSCT. Voilà, ça, c'était une petite aparté. Donc, les actions sur la qualité de vie au travail. Donc, comme je le disais, donc, on travaille, nous, dans le secteur de la chimie. Alors, je parlais un peu de tout, autant des petites choses qu'on fait dans la qualité de travail jusqu'aux plus grosses. C'est un peu tout mélangé, vous le verrez. Donc, si on regarde, nous, dans la chimie, c'est des produits qui sont relativement gluants. On a négocié, il y a maintenant une bonne partie de quelques années de ça. C'est tout bête, hein, mais c'est la douche. C'est tout bête. On travaille dans un secteur où, voilà, comme je disais, qui est très salissant. On finit à une certaine heure, mais on va passer énormément de temps sous la douche. Et ce temps de douche, on a réussi à négocier qu'ils soient aussi rémunérés. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses aujourd'hui que les salariés apprécient. On a mis en place, il n'y a pas si longtemps que ça, avec la direction, un droit à la déconnexion aussi. Il y a beaucoup de personnes à SNF, on dépend donc d'une holding, mais il y a et la holding et SNF sont tous à Andrézieux, et on a énormément d'ingénieurs qui travaillent autant en télétravail qu'ici, ou qui sont à qui on a fourni aussi des téléphones portables pour qu'ils soient joignables. Mais aujourd'hui, on a mis en place un droit à la déconnexion pour qu'ils puissent aussi lâcher un petit peu le travail. Ça aussi, ça fait partie des conditions de travail. Il y a, comme dans toutes les grosses entreprises, Madame en parlait tout à l'heure, le document unique. Donc lui, chaque année, donc, on fait le tour de tous les ateliers avec tout ce qui est problème sécurité, où là, nous, acteurs CSCT, on intervient. Avec, bien entendu, il y a des objectifs qui sont faits, avec un suivi du document unique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent un document unique en place pour dire, voilà, c'est la loi qui le dit, et puis on le laisse tomber, ce document unique. À SNF, il y a un suivi qui est fait, notamment dans les commissions CSCT, où l'objectif est qu'au bout de 5 ans, il y a au moins 95% des actions qui ont été demandées dans les ateliers, qu'elles soient toutes résolues à la fin. Voilà. Et cet objectif, chaque année, alors de mémoire, ça va être au bout d'1 an, il va falloir peut-être 20% d'actions qui soient faites, au bout de 2 ans, qui est 30% d'actions qui soient faites, au bout de 3 ans, qui est 50% d'actions, et au bout de 4 ans, 75, jusqu'à 95% d'actions au bout des 5 années. Voilà. À SNF, on a aussi un intranet où donc tous les salariés ont accès via un PC à l'intranet où dessus, ils peuvent gérer leurs congés, ils peuvent gérer, avoir un suivi complet de tout ce qui est suivi de leur formation, leur parcours de formation. Et notamment, on a dans cet intranet, c'est les ressources humaines qui ont mis ça en place chez nous, aussi un petit dossier qui explique tout ce qui est RPS. Quand on parle de qualité de vie au travail, il y a les RPS. Et dans ce petit dossier, au moins tous les salariés peuvent savoir qu'est-ce que veut dire le RPS.
Ils ne sont pas obligés d'attendre d'avoir les élus qui viennent leur expliquer s'ils sont en situation de RPS ou quoi que ce soit. Ils ont au moins déjà ce petit fascicule qui leur permet de savoir s'ils sont concernés par les RPS ou pas, et puis derrière de nous contacter s'il y a besoin. Voilà. Donc dans ces RPS, comme on le disait, il y a tout ce qui est stress, harcèlement, violence, tout est inscrit dans ce dossier. On a aussi une politique santé-sécurité où là, la direction s'est engagée par écrit via des déclarations à assurer la santé des travailleurs et la sécurité des travailleurs au sein des SNF. Ça, ils s'y engagent dessus. Alors, il y a les côtés roses dans la société, qu'on va dire bleu parce qu'on a l'UNSA, mais vous verrez, je vous expliquerai à la fin, il y a aussi quand même les côtés noirs. Mais voilà, il y a quand même des engagements qui sont mis par la direction qui sont généralement relativement bien tenus. Il y a une déclaration de la direction aussi en matière de prévention aux risques liés aux addictions sur les lieux de travail. On a, je pense, un peu comme partout dans la population, on a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la société qui peuvent avoir des addictions autant à l'alcool qu'au cannabis. À SNF, on est un site chimique, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui peuvent être sous emprise d'alcool ou de cannabis. Donc, généralement, quand les gens rentrent, il y a forcément derrière une visite médicale qui est faite auprès du médecin du travail. Le médecin du travail, voilà, explique ça aussi à tous les entrants. Il y a des dépistages qui sont faits. Et si les personnes venaient à être, par exemple, positifs au cannabis, ce qui peut arriver, le médecin du travail voilà, va les alerter, va leur demander de faire attention. Il y a un suivi qui peut être fait. SNF a mis en place aussi, je sais, avec des hôpitaux sur la Loire, pour que les salariés, c'est pris en charge par SNF, les salariés peuvent être suivis par ces hôpitaux-là aussi pour une désintoxication, autant sur l'alcool que sur les drogues. Voilà. Un bilan social qui est mis à disposition et débattu aussi chaque année en CSE, qui permet aux élus d'avoir une vision globale sur ce qui a été fait par les salariés sur l'année. Avec, dedans, il y a tout, tout ce qui est effectif, les formations qui sont mises en place à SNF, sur les rémunérations, sur l'embauche, sur le départ, les promotions, les travailleurs handicapés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des travailleurs handicapés, mais à SNF, on essaye au maximum. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a un atelier, une usine où il y a beaucoup d'ateliers où il y a du physique et on essaye d'intégrer des travailleurs handicapés. Alors, moi, à mon sein, là où je travaille dans mon atelier, il y a quelques temps de ça, mais la personne est partie parce que sa copine déménageait sur Lyon, mais on avait une personne malentendante et elle a été intégrée dans mon équipe. Et notamment, des choses toutes bêtes quand on parle de qualité de vie au travail, ça a été, chez nous, on a des tests alarmes qui sont mis chaque mois en cas de problème. Mais cette personne-là, en étant sourde malentendante, n'allait pas forcément entendre l'alarme. Tout simplement, la direction en a pris en compte et elle a mis en dessous de l'alarme un gyrophare pour au moins lui avoir un signal visuel. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place. On met aussi en place, et j'en ai aussi dans mon équipe, des personnes avec le temps sont usées par le travail. On va mettre en place des sièges, là où on va travailler, on va conditionner des sièges assis debout qui permettent aux gens de pouvoir reposer au niveau des jambes, au niveau du dos. Voilà, toutes des choses comme ça. On lève des charges de plus de 25 kg. On aura mis en place dans tous les ateliers des préhenseurs qui permettent justement de plus forcer du dos. Si on parle là-dessus aussi, il y a sur tous les nouveaux entrants à SNF, dès qu'ils arrivent, il y a un accueil sécurité qui est fait, sécurité, santé, où justement on va leur expliquer, quand on n'a pas le choix, comment porter une charge, comment se déplacer. Voilà, il y a plein de petites choses. On ne laisse pas les personnes arriver et les mettre tout de suite au travail. Il y a un gros encadrement qui est fait avant qu'ils puissent prendre leur poste de travail. Voilà, ça, c'est les choses qui sont mises. Il y a des actions concrètes. Donc, lors du dernier épisode de canicule qui a eu cet été, notamment à SNF, on travaille dans des ateliers où on fabrique différents types de produits, notamment de la poudre, où on travaille avec des fours pour sécher les produits. C'est des ateliers où on est monté cet été sur des passerelles à plus de 50 degrés. Donc là, il y a des actions qui ont été mises en place, notamment par des élus, pour
Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser travailler des gens, travailler 8 heures à 50 degrés, ce n'est pas possible. Donc, la direction a été interpellée. Là-dessus, il y a plusieurs actions qui ont été menées, notamment déjà faire un rafraîchissement des ateliers au mieux qu'on pouvait. Alors, on a mis des systèmes porte-à-cool, c'est des gros ventilateurs. Alors, il y a plusieurs tailles de ventilateurs, ça dépend des tailles des ateliers qu'on a, où dedans, on y rajoute un peu d'eau et ça permet de faire un gros climatiseur en fait, dans les ateliers qui permet de rafraîchir et faire baisser la température dans les ateliers. Après, il y a certains ateliers, comme on fabrique des produits pour l'eau, qui adorent l'eau et qu'on ne peut pas utiliser l'humidité. Donc là, la direction a décidé de dire, voilà, vous n'avez pas le choix d'aller travailler sur des passerelles à 50 degrés. Par contre, vous allez y aller peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure. Si ça ne va pas, hop, vous retournez en salle climatisée, vous reprenez un quart d'heure, vous vous reposez. Voilà, il y a des temps de pause qui ont été mis dès qu'il y a des situations d'alerte canicule. Et s'il y a besoin, notamment, s'il y a besoin d'aller se rafraîchir, les personnes ne se sentent pas bien, d'aller prendre une douche, voilà, toutes des choses comme ça. On a aussi des caristes qui travaillent à l'extérieur. Toujours pareil, cet été, ça a été très compliqué pour eux. Voilà, il y a des temps de pause, ils travaillaient un quart d'heure, ils allaient aussi se reposer, c'est compris dans le temps de travail, mais on ne laisse pas les gens en danger à SNF. Il y a aussi des mises en place qui ont été faites, alors ça depuis longtemps, pour que les gens puissent travailler en sécurité SNF. On a un local EPI donc, qui est vraiment au milieu. SNF, en fait, c'est un grand site avec plusieurs bâtiments parce que c'est plusieurs ateliers différents. Et pour que les gens puissent travailler en sécurité, on utilise des EPI, des équipements de protection individuelle. Là aussi, SNF a mis en place un local où tous les responsables, mais même les salariés peuvent y aller, où on va récupérer tous les EPI nécessaires pour pouvoir travailler en sécurité. Donc, ça va aller du casque, des visières, des lunettes s'il y a besoin, de différents gants parce qu'on utilise différents produits. Depuis peu, il y a des essais qui ont été mis en place, notamment sur les bouchons auditifs personnalisés. Donc là, il y a des essais qui sont en cours avec des personnes en témoin qui sont utilisées. Donc là, il y a des bouchons moulés qui sont mis et on attend un retour d'expérience de ces personnes. Donc là, il y a eu un premier panel, je crois, de 50 personnes. Il y a eu un deuxième panel là, de 80 personnes où on attend le retour de voir si c'est positif ou négatif. Donc, on verra si c'est positif. Ça sera généralisé à toutes les personnes qui travaillent dans des milieux. Nous, généralement, dans les ateliers, on va monter sur de l'audition à plus de 80 décibels. Donc, forcément, voilà, on prend aussi soin de nos oreilles. Et donc, pour le moment, on a des bouchons classiques. Mais là, si demain, ces bouchons auditifs moulés conviennent à tout le monde, donc il y en aura pour toutes les personnes qui travaillent dans les ateliers concernés. SNF a mis en place, comme on le disait, on travaille avec des produits chimiques, a mis en place un système de bleus de travail. Les bleus, voilà, c'est toutes des conditions de travail. C'est le petit plus qui fait qu'aujourd'hui, à SNF, on se sent bien. Mais tous ces bleus de travail donc, sont fournis à SNF. Le lavage est pris en charge aussi par SNF parce qu'aujourd'hui, c'est des produits très gluants. Si demain, on les met dans notre machine à laver, autant vous dire qu'on faudra changer régulièrement les machines à laver. Donc voilà, tout ça, c'est SNF qui le prend en charge, autant pour les personnes embauchées en CDI, autant en CDD et autant en intérim. Il est idem pour toutes les personnes qui travaillent en laboratoire avec les blues. La société s'est dotée, elle, d'un service hygiène-sécurité, mais aussi d'un médecin du travail. On parlait de médecin du travail, où c'est vrai que c'est passe un moment travailler avec le SLST, mais en étant très nombreux sur le site, le SLST ne pouvait pas assurer la continuité des visites obligatoires pour tous les salariés. Donc là aussi, notre ancien PDG a pris la décision d'embaucher directement un médecin du travail pour qu'il ait un maximum de temps et que la SNF soit aussi dans la réglementation et dans les règles pour pouvoir assurer les visites périodiques de chaque salarié. Donc aujourd'hui, à SNF, on a un médecin du travail qui est là quasiment les 3/4 du temps. Et aussi, SNF s'est doté de, je crois de mémoire, on a 4 infirmières qui sont constamment sur place. Et sur ces 4 infirmières, on a aussi 2 ergonomes. On parlait de qualité de vie au travail. Ces ergonomes, aujourd'hui, sont sur le terrain et sur tous les ateliers qui sont concernés, les nouveaux ateliers notamment, les ergonomes viennent regarder comment on peut améliorer la qualité de vie au travail sur chaque atelier. Et elles se renseignent généralement auprès des salariés
Actuellement, moi, l'atelier où je travaille, il va être tout refait. Et là, j'ai l'ergonome qui passe quasiment, on va dire, une fois par semaine actuellement pour regarder, vraiment améliorer les conditions de travail pour les salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà, les conditions soient le moins pénibles possible. Avec ces ergonomes-là aussi, la société a demandé donc, que certains salariés soient acteurs dans la qualité de vie au travail et on a mis en place des personnes qu'on appelle PRAP, qui veut dire prévention risques liés aux activités physiques. Donc ces PRAP, pareil, aident les ergonomes, puisque c'est vraiment des salariés qui sont à même à travailler dans les ateliers et qui, eux, vont signaler à l'ergonome voilà, toutes les situations qu'il peut y avoir à risque. Malgré que aujourd'hui, quasiment SNF, on peut être tous PRAP, mais voilà, il y a des gens qui ont été nommés pour ça. Vous êtes une entreprise exemplaire, alors tout se passe bien? Non, on n'est pas. Vous allez le voir, j'ai gardé le point noir pour la fin. J'accélère. J'accélère. Donc, il y a encore des négociations qui sont en cours et qui, quand je dis en cours, c'est tout frais, ça sera demain. C'est justement, on parlait du télétravail. Donc, comme vous le savez, la crise Covid est passée par là. Et donc, ça a été à la demande de certains salariés et d'organisations syndicales de mettre en place à SNF le télétravail, chose qui ne se faisait pas avant, sauf par les commerciaux qui parcourent la France entière. Mais aujourd'hui, le Covid est passé par là et donc il y a une obligation de télétravail, en sachant que la direction est quand même là-dessus assez réticente au télétravail. Elle préfère avoir ses collaborateurs dans l'entreprise plutôt que chez elle. Mais ça n'empêche pas qu'avec l'obligation, ils ont quand même tenu le télétravail. La société aussi investit donc dans, je le disais, sur les travailleurs handicapés. La société accède aussi, quand c'est possible, on parlait aussi là-dessus au niveau des salariés qui le souhaitent, le temps partiel. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent lier, qui ont eu des enfants, je parle notamment pour les femmes, et qui veulent lier quand même l'activité familiale à l'activité professionnelle. Et donc, généralement, SNF accède assez favorablement à l'activité au temps partiel, quand cela est possible. Nous faisons, en tant qu'élu CCT, on fait aussi régulièrement des visites via la commission dans tous les ateliers pour, au niveau de l'hygiène sécurité pour voir ce qu'on peut nous aussi améliorer. Et il y a des points noirs alors? J'y arrive, allez, on y arrive. Malgré tout, et là on est en pleine actualité sur les points noirs, donc on a depuis peu une situation de RPS à SNF, on est en plein dedans. Donc, qui a été soulevé donc, sur le bâtiment administratif au niveau des laboratoires. Il y a un premier signalement qui a été fait il y a quelques mois auprès des élus CFE-CGC, donc qui, eux, alors, ont voulu faire plus simple en allant voir directement les ressources humaines, mais n'ont pas voulu déclencher vraiment tout le système au niveau des lois travail et ont voulu aller directement aux ressources humaines. Donc, les ressources humaines ont voulu eux, automatiquement, ont pris à bras-le-corps le sujet, mais ont diligenté eux-mêmes l'enquête. Le souci, c'est que les élus n'ont pas eu accès à l'enquête et il y a eu forcément une réprimande, mais pareil, là-dessus, on n'a pas forcément accès à la réprimande vu que rien n'a été fait au niveau du cadre de la loi. Mais malgré cette réprimande, la personne qui crée actuellement cette situation a continué à le faire. Donc là, il y a eu des lettres anonymes qui ont été lancées. Et par rapport à ces lettres anonymes, donc là, tous les élus ont été mis au courant. Et là, nous, on a donc décidé avec tous les élus donc de lancer vraiment une action, une alerte. Donc là, c'est les élus même qui ont mené l'enquête. Donc là, en utilisant vraiment les textes de loi. Et parallèlement à ça, on a diligenté une expertise qui est en cours avec un cabinet qui s'appelle Émergence. Donc là, on est en plein dedans. Et on va attendre la suite des événements. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours tout rose à SNF. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Jérémy. Merci parce que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des choses qui sont faites
Il y a des choses qui peuvent progresser et en 4 minutes, voilà, on est dans le timing, maître. Je voulais vous poser cette question qu'on n'a pas du tout préparée, mais enfin, quand même, vous parliez de l'évolution de la législation qui a introduit le C de conditions de travail en plus de la QVT, mais quand même, on a supprimé les CHSCT, on a supprimé les délégués du personnel, on avait 28 réunions de relations entre représentants du personnel, je parle pour le privé, et la direction. On est tombé à 12 puisqu'il n'y a plus que des réunions CSE. Évidemment, on n'hésite pas à faire emboîter le pas du public pour la suppression des CHSCT. Qu'en pensez-vous? C'est une perte, enfin, indéniablement, je veux dire, en termes de qualité pour la négociation dans le cadre du sujet qui nous intéresse. Véritablement, si on ne met pas en face les moyens, encore une fois, donc on est toujours confronté à la même difficulté, à la même problématique, c'est que même sous l'égide de l'ancien système, il y avait quand même difficulté à trouver des candidats quand même pour le CHSCT, qu'on se le dise. Hein, c'était quand même, il fallait aller à la pêche quand même aux candidats pour trouver, pour que les sièges ne restent pas vacants, cas vides. Aujourd'hui, on est sous forme de commission. Je veux dire, il y a moins de monde. C'est plus facile, c'est plus léger, j'allais dire, pour l'entreprise. Mais est-ce que c'est pour autant plus efficace? Je ne suis pas sûre, ça c'est certain, parce que les interlocuteurs dédiés, j'allais dire, à la question sont, je ne vais pas noyer dans une commission, mais du coup, quand même des attributions qui sont réelles, on ne peut pas les amoindrir, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes plus sous le prisme de l'ancien système. On avait une véritable institution qui était consacrée finalement à ces sujets-là. Donc, c'est aussi aux élus de porter aussi leur mission, qui est là, je vous renvoie un peu la balle, parce que pour le coup, c'est à eux véritablement de se saisir dans le cadre de leur mission, au sein de cette commission, des sujets qui peuvent être, qui doivent être discutés avec l'entreprise. Et pourquoi pas, j'allais dire, notamment en matière de QVCT, c'est de faire désigner un référent, à l'instar du référent harcèlement sexuel, etc. Avoir la même démarche, parce que là, pour le coup, on se met en adéquation avec la loi aussi, contrecarrer un peu le déficit qui avait été entraîné par la suppression finalement de cette institution, puisqu'on voit bien qu'avec la loi santé au travail, il y a quand même des actions de formation qui sont prises en charge par l'entreprise. Je pense qu'il faut se saisir de tous ces moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui des élus et pour les élus, et notamment pour prendre à bras-le-corps véritablement la thématique qui est la leur dans le cadre des commissions. Plus qu'hier, d'ailleurs. Merci beaucoup, maître. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Donc, des élus qui se saisissent des opportunités et qui se forment. Voilà, ceci doit nous mettre en appétit puisque l'heure de déjeuner est arrivée et je vous invite donc pour ce faire à passer dans la salle prévue à cet effet. Merci, à tout à l'heure.